Chers internautes, bonjour. Mon nom est Simon-Pierre Savard-Tremblay, je suis président de Génération nationale. Je vous invite à visiter notre site internet au www.génération-nationale.org. La question qu'on se pose aujourd'hui, et nous pensons évidemment que tous s'entendent sur le rôle fondamental de l'éducation dans une société, tous aussi s'entendent sur le fait que l'éducation, c'est l'avenir d'une société. Maintenant, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est vers quel avenir nous mène le système d'enseignement québécois? Vers un avenir court? Vers un avenir sans repère? Malheureusement, nous pensons que oui. L'école québécoise moderne est-elle à la dérive? Malheureusement, encore une fois, nous pensons qu'il faut répondre par l'affirmative. On rencontre aujourd'hui Joseph Facal, qui a accepté de s'entretenir avec nous pour parler de cette question épineuse. Pour entendre et voir notre entretien avec Joseph Facal, c'est à l'instant. Joseph Facal, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Merci d'avoir eu envie de s'entretenir avec moi. C'est la moindre des choses. Alors aujourd'hui, donc, on parle d'éducation. On va commencer par parler un peu d'actualité politique. Le sommet sur l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous quelque chose à nous dire là-dessus? Revenir un peu sur cette tentative éternelle de concertation en vue de l'obtention d'un consensus qui n'arrive jamais? Je crains que oui, j'ai des choses à dire. J'ai trouvé que cet événement, au final, était une sorte de non-événement. Et que peut-être, au fond, l'événement et que les impacts concrets de ce sommet sont inversement proportionnels à toute la salive et à toute l'encre qui l'a fait couler. Et je pense qu'il faut comprendre un petit peu le contexte. Le sommet ne visait pas vraiment à discuter en profondeur des questions d'enseignement supérieur. Le sommet était une opération politique concoctée dans la tourmente de l'an dernier afin d'apaiser une grogne populaire, afin d'éviter que les étudiants ne retournent pas dans la rue accompagnés d'une population avec ses casseroles. L'opération n'a jamais vraiment visé à réfléchir en profondeur aux questions d'éducation. Si on avait vraiment voulu réfléchir en profondeur, il aurait fallu commencer par bien identifier les problèmes. Et à cet égard, oui, on a un problème de financement. À mon avis, non, on n'a pas un problème d'accessibilité, mais il aurait fallu voir qu'on a des problèmes bien plus profonds que simplement le financement. Lequel? Pour me résumer, j'ai l'impression que dans le Québec d'aujourd'hui, on ne sait plus où est le point d'équilibre entre ce que j'appellerais la conception utilitariste de l'université et la conception plus universaliste de l'université. Par conception utilitariste, j'entends le fait que, oui, bien sûr, l'université forme des diplômés qui iront occuper des positions sur le marché du travail. Très bien, d'accord. L'université aussi, c'est toujours voulu un lieu de production et de transmission des connaissances fondamentales sur lesquelles repose une civilisation. Et on n'a jamais vraiment senti qu'au Québec, depuis quelques années, on entreprenait de discuter de ça. Par ailleurs, un autre point fondamental est qu'on ne sait plus trop où doit être le point d'équilibre entre l'université comme instrument de promotion sociale et l'université comme lieu de recherche de l'excellence. Et je m'explique. Si on croit à l'université comme lieu de promotion sociale, et j'en suis, il faut évidemment se soucier d'égalité des chances et d'accessibilité. Mais si on se soucie de la recherche de l'excellence, et j'en suis également, forcément, ça implique une certaine sélection à l'entrée. Alors comment balancer, équilibrer ces deux valeurs également légitimes? Non, jamais vraiment, non plus discuter de ça. En fait, ces questions sont si compliquées qu'il aurait fallu de la sérénité, il aurait fallu
il aurait fallu des données factuelles aussi objectives que possible. Bref, tout le contraire d'une tourmente qui était entièrement dominée par des questions d'argent, par des calculs électoraux, par de l'opportunisme et par le souci du petit gain politique à court terme. Une occasion ratée. Alors, justement, est-ce que c'est pas déplorable d'une certaine façon que le débat ait été centré exclusivement sur la question des frais de scolarité? Et que, je veux dire, ça fait 1 an et cette question n'est toujours pas réglée. Ça fait 1 an que le débat politique semble être centré uniquement sur cette question-là. Qu'est-ce que ça dit sur notre capacité à régler les enjeux politiques? C'est déplorable, mais ce n'est ni étonnant, ni nouveau. Au Québec, depuis une bonne quarantaine d'années, à chaque fois qu'un gouvernement a songé à hausser les droits de scolarité, le débat s'est focalisé, polarisé là-dessus. On n'a rien vécu d'inédit à cet égard-là, premièrement. Deuxièmement, une société québécoise qui a longtemps et encore aujourd'hui vécu largement à crédit et au-dessus de ses moyens se retrouve forcément avec un gouvernement qui, accumulant déficit sur déficit, est obligé de rationaliser ses dépenses. Et même ceux qui n'aiment pas ça sentent l'inévitabilité de cela. Et donc, forcément, depuis des années, tous les gouvernements du Québec, qu'ils aient été péquistes ou libéraux, se demandent où couper. Et bien entendu, à partir du moment où on décide de privilégier la santé, ou en quelque sorte d'épargner le secteur de la santé, tous les autres secteurs savent qu'ils vont devoir faire les frais d'une opération de rationalisation. Donc, forcément, chaque acteur se dit « Ah, si le reste des ressources publiques sont limitées ou en réduction, forcément, je risque d'être le prochain qui va passer à la caisse. » Donc, évidemment, chacun est particulièrement soucieux de la question du financement. Les gens savent qu'il y a d'autres aspects, mais dans un contexte de raréfaction des ressources, ben c'est évident que la question de qui va payer comment devient en quelque sorte un peu plus urgente. Et puis par ailleurs, écoutez, moi j'étais partisan, bien sûr, et je le suis toujours, d'une hausse raisonnable des droits de scolarité, mais je comprends que ça ne fait plaisir à personne de se faire dire « tu paieras plus ». Et à l'époque où moi j'étais un étudiant universitaire, même si on m'avait dit « tu devras payer plus », bon, je l'aurais peut-être accepté, mais ça ne m'aurait pas fait plaisir. Bon, donc, ça c'est, si vous voulez, les considérations qui me permettent de comprendre que le débat se soit focalisé là-dessus. Bon, cela dit, la première partie de votre question était « est-ce que c'est déplorable ?» Oui, c'est déplorable. C'est déplorable parce que, je vous dirais, depuis le Moyen Âge, l'université poursuit simultanément plusieurs missions. Lesquelles? La recherche désintéressée de la vérité. Essayer d'éclairer la société sur les grands enjeux. Former une élite intellectuelle. Oui, il y en a toujours eu et il en faut une. Et aussi, bien sûr, fabriquer, si vous voulez, les travailleurs à qualification élevée qui occuperont des postes stratégiques dans la société. Et j'ai comme l'impression que parmi toutes ces missions, eh bien, les premières, vérité, connaissance, science, éclairage, ont été totalement évacuées au profit des questions pécuniaires et utilitaristes, et bien entendu qu'il faut le déplorer. Ben justement, pendant ce temps-là, aucun débat sur le rôle de l'école dans la cité. Pendant ce temps-là aussi, on oublie aussi le secteur primaire et secondaire pendant qu'on se centre uniquement sur le secteur de l'enseignement supérieur. Parlez-nous justement de ce qu'on a appelé la réforme scolaire, de ce qu'on a appelé le renouveau pédagogique. Je crois que vous étiez au gouvernement d'ailleurs à l'époque où ça a été mis en place. Oui, en fait, vous avez raison de faire cette espèce de lien. Je crois qu'une bonne partie
des problèmes de l'université québécoise d'aujourd'hui se comprennent, et c'est clair, par un examen de ce qui se passe au palier précédent. L'université québécoise aujourd'hui reçoit des jeunes qui de plus en plus seront ceux qui ont subi cette réforme. Et ce n'est pas par hasard que j'utilise le mot « subi ». Si je devais me résumer, je dirais que cette réforme scolaire des dernières années, c'est l'histoire d'un détournement. Vous êtes peut-être trop jeune pour avoir connu cela, mais dans les années 70, avant que les aéroports et les compagnies d'aviation ne mettent en place des mesures de sécurité draconiennes, il y avait ce qu'on appelait des détournements d'avion. C'est-à-dire que des gens qui embarquaient comme passagers faisaient irruption dans la cabine de pilotage et disaient au pilote « Changement de direction, on détourne l'avion, on s'en va en Libye ou on s'en va à Cuba. » Eh bien, j'ai comme l'impression que cette réforme, c'est l'histoire d'un détournement. Lequel? Je m'explique. Revenons en arrière. Tout ceci prend naissance lorsque, en 1994, M. Parizeau et le Parti québécois prennent le pouvoir. M. Parizeau... Vous-même, vous êtes élu à ce moment-là. Absolument. Moi, je suis un jeune député à ce moment-là. M. Parizeau nomme comme ministre de l'Éducation Jean Garon et lui confie le mandat de mettre sur pied les États généraux de l'Éducation. Il faut revenir à ce rapport. Que disait le rapport final? Le rapport des États généraux disait il faut que l'école primaire et secondaire, tant publique que privée, se recentre sur les matières de base, au lieu d'essayer d'être tout et de faire tout à tout le monde. Et en plus du resserrement sur les matières de base, on disait, oui, il faut hausser les exigences. C'est ça qui était prévu à l'origine. Et c'est là qu'il y a eu des tournements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, les élus, avions une idée claire de ce qu'on voulait faire, on a confié cela au mandarin du ministère en pensant que l'intendance suivrait. Et c'est là que nous avons été tous, je crois, collectivement victimes d'une négligence. C'est-à-dire qu'une réforme centrée sur qu'est-ce qu'un jeune doit apprendre a été détournée, transformée en réforme sur comment il doit apprendre. Et c'est là que des technocrates du ministère, habités de fumeuses théories socio-constructivistes, nous sont arrivés avec les compétences transversales, l'enseignement par projet, l'abolition des redoublements, parce qu'il ne faudrait évidemment pas traumatiser nos petits chéris, l'abolition de cette horreur élitiste et fascisante qu'est une moyenne de classe. Et là, évidemment, tout le monde était complètement perdu là-dedans. Tout n'est pas mauvais dans ces nouvelles théories. Il est vrai que jusqu'à un certain point, l'enseignement par projet peut être stimulant. Mais rappelez-vous, la réforme initiale voulait également aider en particulier les jeunes en difficulté. Or, les jeunes en difficulté, les jeunes qui ont des problèmes, sont justement ceux qui ont le plus besoin d'un enseignement supervisé, serré, avec un professeur qui sera véritablement un maître, comme on disait dans mon temps, une figure d'autorité et de sagesse, pas un moniteur de Club Med. Là, hein. Alors donc, ce nouveau type d'enseignement par le jeu, par le cheminement personnel, convient parfaitement aux enfants autonomes qui viennent de milieux familiaux dans lesquels une bibliothèque richement garnie, dans lesquels les parents les sensibilisent à l'amour de la culture. Fort bien. Mais le problème, évidemment, c'est qu'avec ce relâchement des règles et des normes, on a oublié ceux que l'on prétendait aider le plus. Donc, il y a réellement eu là une dérive. Une dérive aussi fondée sur une sorte d'utopie, n'est-ce pas? L'utopie que, par l'école, en faisant de celle-ci une sorte de laboratoire, on pourrait procéder à une véritable réingénierie sociale et construire une espèce d'homme nouveau. Je crois qu'il y avait là, à l'évidence, quelque chose qui a échoué.
qui a échoué parce que les taux d'abandon demeurent les mêmes, parce qu'évidemment, ceux que l'on voulait aider ont les mêmes difficultés qu'avant, et parce que, à l'évidence, on ne sait plus dans le Québec d'aujourd'hui quel est le socle commun de connaissances qu'il faut transmettre à ceux qui vont nous suivre. Justement, dans la fameuse querelle compétence versus connaissance, vous en avez parlé un peu. Est-ce que c'est un déclin dangereux des connaissances? Parce que valent les compétences finalement sans les connaissances qu'il y a derrière? Oui, c'est-à-dire que... Autrement dit, est-ce qu'on ne contribue pas à simplement créer une communauté d'individus déracinés? Jusqu'à un certain point, oui. C'est-à-dire que l'idée du concept de compétence en soi n'était pas folle. Qu'est-ce qu'une compétence? Une compétence, c'est une connaissance dont on sait comment l'utiliser. À partir du moment où votre connaissance a une projection pratique, appliquée, elle devient une compétence. Fort bien. Mais le problème, c'est qu'avant d'outiller les gens en compétences, il faut s'assurer qu'on leur transmet quelque chose de fondamental. Et il n'y a pas au Québec de réflexion fondamentale sur quel est ce bagage commun qu'un jeune devrait posséder. Je sais bien que le monde change et que pour capter l'intérêt des jeunes, il faut aussi leur parler de choses qui leur sont familières et qui les allument. Je ne crois pas à un cursus absolument figé dans le temps et qui n'aurait pas bougé depuis Rabelais et Shakespeare. Non, je ne suis pas un dinosaure, mais il me semble que un jeune adolescent ou jeune adulte, s'il est minimalement allumé, va se poser des questions qui sont exactement les mêmes que tout jeune se pose depuis des milliers d'années. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce qu'une vie bien vécue? Or, il se trouve que les plus grands penseurs de l'histoire de l'humanité ont tous réfléchi et répondu à ces questions. Et il me semble qu'un progrès de civilisation, c'est quand un jeune trouve les réponses qui lui conviennent en sachant comment d'autres avant lui ont répondu. Sinon, c'est l'éternel recommencement. Il me semble qu'une société progresse si le jeune peut, en quelque sorte, se hisser sur les épaules des géants qui étaient là avant lui pour regarder plus loin. Il n'y a rien qu'on peut se demander sur l'amour, la vérité, l'honneur qui n'a pas déjà été traité par Shakespeare, Aristote, Platon, Molière, Cervantes. Donc, quelque part, il y a un patrimoine qui est en train de se perdre. C'est-à-dire qu'au nom de la connaissance utilitaire, alimentaire, immédiatement rentable sur le marché du travail, on condamne les jeunes à une sorte d'éternel recommencement. Ils seront déboussolés ou emprunteront des chemins qui s'avéreront des cul-de-sac parce qu'ils ne connaissent pas les réponses que d'autres ont trouvées avant. En fait, je crois qu'il faut renouer avec cette idée que chacun d'entre nous est une sorte de petit maillon dans une chaîne de civilisation. Nous héritons de quelque chose que nous allons adapter, transformer, repenser. Et on va nous-mêmes transmettre autre chose à ceux qui nous suivront. C'est cette idée de transmission qui s'est perdue dans une société, dans une civilisation, qui est tout entière tournée autour du présentisme, de l'instantanéité, et qui est au fond amnésique, ne sait pas d'où elle vient. Et ne sachant pas d'où elle vient, forcément, elle ne sait pas trop où elle doit aller. Donc finalement, une école qui transmet à l'individu la conscience et la connaissance d'une entité qui le dépasse et le précède. Absolument, absolument. Et c'est ça qui, d'une certaine façon, s'est perdu. Ou plutôt, non, c'est pas que ça s'est perdu. C'est que cette idée de transmettre, en quelque sorte, un héritage de civilisation, elle se niche maintenant dans certains endroits précis. Par exemple, pourquoi cette ultra-popularité
de l'école privée au Québec. Parce que beaucoup de parents pensent que c'est encore là qu'ils vont peut-être retrouver ce qu'ils pensent avoir perdu. Dans l'école publique, il y a de tout. Il y a des professeurs, des maîtres, des écoles publiques formidables, et il y en a d'autres où personne ne voudrait envoyer son enfant. Or, moi, je pense qu'une société progresse quand on décide d'élever tous les enfants, c'est-à-dire donner, y compris à celui ou à celle qui n'ira pas à l'université, un bagage de base assez robuste pour qu'il soit un citoyen relativement éclairé. Et ce que je vois en ce moment est qu'au contraire, on est toujours en train d'assurer la reproduction, la perpétuation d'une élite intellectuelle, et on laisse en arrière une masse de gens faiblement outillés pour être des citoyens. Et donc, autrement dit, c'est un assez vicieux paradoxe. Au nom de l'égalitarisme, on est en train de creuser le fossé entre une élite qui a encore accès au trésor de la culture et de la civilisation occidentale et une vaste majorité à qui on dit « va donc trouver un job ». C'est assez bizarre de voir l'élargissement de ce fossé justifié et légitimé par un discours qui se prétend un discours d'égalité des chances. Alors que quand on voit qui fréquente l'université, on voit que, nonobstant les droits de scolarité, cela reste les enfants issus des milieux privilégiés. Justement, quand vous parliez tout à l'heure des technocrates socio-constructivistes, l'Occident a mis des siècles à se constituer, à se définir un idéal, puis on voit que ces gens-là veulent le déconstruire, finalement, dans l'enseignement. Oui, je crois qu'il y aurait ici toute une recherche très profonde à faire sur les trajectoires de carrière des gens qui pilotent ces utopies fumeuses et néfastes. Vous avez là-dedans beaucoup d'enfants ou de petits-enfants de ce que j'appellerais l'esprit 1068. Beaucoup de gauchisme là-dedans qui a jadis cru à la grande révolution prolétarienne, à la lutte des classes. Et bien entendu, l'échec de tout ça a amené leur reconversion dans une espèce de critique de notre société qui a assurément ses torts, bien sûr, mais que l'on essaie de déconstruire en quelque sorte de l'intérieur par ce qu'il faut bien appeler une guerre larvée contre l'effort, l'excellence, associée évidemment aux privilèges petits bourgeois. Il n'en est rien. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois que les trésors de la culture devraient être accessibles à tous. Et c'est pas un résidu d'une culture archaïque, c'est celle qui a fait que nous sommes qui nous sommes. Et je crois qu'elle mérite d'être préservée. Et c'est d'autant plus triste, évidemment, que les professeurs qui sont dans les tranchées, dans les écoles publiques, eux, depuis des années, disent au ministère « Arrêtez, ça ne marche pas. On peut vous le dire, arrêtez. » Même les syndicats, sur qui on tape beaucoup là-dessus, ont mené le bon combat. Les syndicats d'enseignement nous disent depuis des années « Arrêtez ces affaires-là. Donnez-nous davantage de moyens. Faites-nous confiance comme enseignants. Laissez-nous au centre de notre pratique pédagogique. Cessez, messieurs et dames du ministère, de tout imposer par en haut. Ne les écoute pas. » Il y a là une sorte de petite caste d'apparatchiks qui a littéralement pris en otage tous les ministres, car évidemment, ça c'est un autre aspect qui me frappe. On a la curieuse et désagréable impression au Québec, depuis déjà un bon nombre d'années, que chaque ministre de l'Éducation devient en quelque sorte l'attaché de presse du ministère de l'Éducation, se faisant l'écho des lubies technocratiques de ces gens qui, au fond, n'ont pas été dans une école, enfin plutôt, n'ont pas été dans une classe devant des élèves depuis des décennies. Mais vous, justement, concrètement, comment le sentez-vous dans vos classes? Parce que j'imagine que vous avez eu des étudiants qui ont subi la réforme scolaire, pour utiliser votre expression. Ben, je vous dirais qu'il commence à arriver.
La première cohorte. Oui, c'est ça. À partir du moment où cette réforme a été implantée au primaire et au secondaire à partir du milieu des années 90, mais qu'elle a été introduite par étapes, on commence à voir arriver à l'université les premiers produits de cela. Et donc, je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour porter un jugement définitif sur les effets funestes. Je vois évidemment beaucoup d'intelligence, je vois beaucoup de curiosité. Mais c'est une curiosité très utilitariste, très calculée. C'est toujours qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, concrètement, sur le marché du travail. Et si un étudiant vous demande, monsieur, ce que vous venez de dire, est-ce que c'est matière à examen? Et si vous avez le malheur de dire, non, non, c'est pas matière à examen, je vous le dis juste parce que je trouve ça intéressant et important, là, vous allez voir, les cahiers se refermer, là. Autrement dit, l'étudiant est devenu un acteur stratégique qui vient fondamentalement ici chercher le diplôme, c'est-à-dire les cartes de compétences que le marché du travail exige. Est-ce que ça, c'est un produit de la réforme ou le produit d'un effritement plus généralisé d'un certain nombre de valeurs traditionnelles? Trop tôt pour le dire. Mes collègues d'autres pays pourraient également vous dire qu'ils voient de graves lacunes en culture générale. Et puis, bien entendu, il faut aussi se garder de ne pas nécessairement idéaliser le passé. Moi, quand j'avais leur âge, étais-je tellement meilleur? Je sais pas. Mais aussi, la réforme scolaire a entraîné le remplacement de l'enseignement traditionnel de la religion et de la morale par le nouveau cours éthique et culture religieuse. Vous en parlez dans votre livre Quelque chose comme un grand peuple. Oui. Pourriez-vous revenir un peu sur ce fabuleux cours? Écoutez. On vous écoute. Que l'enseignement traditionnel du cours de catéchèse soit devenu problématique dans une société où les gens, tout en gardant la référence chrétienne au plan culturel, sont de moins en moins des catholiques pratiquants et où en même temps on voit de plus en plus de gens d'autres religions, qu'il ait fallu revisiter cela, j'en suis. Avant l'introduction de ECR, à l'époque où vous aviez catéchèse avec l'option morale, j'avais décidé que mes propres enfants, ils feraient plutôt morale. Et donc, évidemment, quand arrivait ce moment-là, le ou la prof disait « Bon, ben, ceux qui ne font pas catéchèse, là, ceux qui vont morale, passez maintenant dans la salle d'à côté. » Et on envoyait 3-4 qui se levaient là pour aller faire le cours de morale à côté. Il y avait là un problème, il y avait un malaise. Et qu'il faille revisiter ça, j'en suis. Mais c'est là qu'il y a eu un autre glissement. Si on nous dit la religion reste un élément important dans le monde d'aujourd'hui, vous voyez par exemple le phénomène islamiste, donc essayons de comprendre les religions, parfait. À ce moment-là, qu'on fasse un cours d'histoire et de sociologie des religions, parfait. Si de l'autre côté, on veut initier les étudiants à une réflexion morale sur le bien, le mal, le sens de la vie, l'éthique, il y a une discipline millénaire pour ça, qui s'appelle la philosophie. Alors donc, si on veut des cours d'histoire, qu'on donne de bons cours d'histoire. Si on veut des cours de philosophie, qu'on donne de bons cours de philosophie. Mais on n'a eu ni l'un ni l'autre. Au contraire, on a eu cette espèce d'hybride dans lequel vous n'avez ni la dimension historique, ni véritablement la dimension morale, si ce n'est une espèce de petite cassette bien pensante du style « Tu seras un bon petit citoyen écologique qui sortira son bac de récup le dimanche. » là, hein? Et au fond, on voit une espèce de nouveau catéchisme, qui est le catéchisme d'une certaine rectitude politique à la mode d'aujourd'hui, pas entièrement mauvaise, mais moi, comme parent, là, le code moral de mes enfants, là, c'est moi qui vais m'en occuper. Et je demande à l'école de transmettre des connaissances. Voilà.
Évidemment, évidemment, nous sommes au Québec. Nous sommes au Québec. Nous vivons dans un contexte très particulier. Il y a ici, au Québec, une question identitaire et nationale non réglée. Et quand, évidemment, on examine certains des livres utilisés comme manuels dans ces cours, on voit que la référence nationale, la référence à un peuple, la référence à un certain bagage de tradition est éclipsée au profit d'une sorte d'altermondialisme, multiculturalisme, qui, dans le contexte québéco-canadien, n'est pas neutre. N'est évidemment pas neutre. Il ne faut pas être naïf. Puis revenons à l'université, justement. On croit percevoir un nivellement par le bas constant des seuils de réussite. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des taux de réussite très forts, mais c'est normal, tout le monde réussit. Est-ce qu'on peut exiger des rendements? Autrement dit, qu'est-ce que la réussite vaut sans la notion d'effort, d'excellence, de dépassement? Ouais. Au nom de la démocratisation, de l'accessibilité, ouais. etc. Je crois ici qu'il faut faire des nuances. L'université au Québec offre un panorama très diversifié. Vous avez encore des filières très contingentées dans lesquelles il est difficile d'entrer. Où là, véritablement, oui, il y a une sévère sélection et des exigences d'effort. Vous aurez évidemment vu que ce sont, comme par hasard, ce n'est pas un hasard, les disciplines à débouchés garantis et les plus rentables. Par exemple, médecine. Cette espèce de nivellement par le bas au nom du tout le monde a pratiquement droit à son diplôme, on la voit dans d'autres disciplines, particulièrement les sciences humaines. Évidemment, dans ce champ-là, on a effectivement le sentiment que l'idéologie qui s'est imposée, c'est qu'on préférerait des jeunes également incultes plutôt que inégalement cultivés. Évidemment, il faut comprendre d'où vient le Québec. C'est-à-dire que, historiquement, nous sommes une société qui s'est perçue comme devant rattraper rapidement un certain retard. Et à partir du moment où on constatait que nos taux de diplomation n'étaient pas ce qu'on souhaitait quand on se comparait, il fallait rapidement fabriquer des fournées de diplômés. Vous voyez par exemple l'obsession du ministère sur les taux de diplomation. À chaque fois que le ministère est pointé du doigt, sa justification, c'est regarder le nombre de diplômes que l'on octroie. Évidemment, on ne s'interroge jamais sur la qualité des diplômes. Alors évidemment, pour fabriquer le plus grand nombre de diplômés possible, bien évidemment, il y a inflation des notes, il y a abolition des redoublements, il y a abolition des moyennes, il y a au primaire intégration forcée des élèves en difficulté, et à l'université, parce qu'évidemment le financement est souvent lié au nombre d'étudiants, eh bien, on multiplie les formations courtes avec un diplôme pratiquement garanti si vous avez assis vos fesses sur une chaise pendant un certain nombre de semaines. Quelque part, on n'échappe pas à son passé et le Québec est une société où succès, réussite sont des notions neuves. On sort d'un long passé de soumission et de résignation. Et donc, évidemment, l'élite, l'excellence, ceux d'en haut, c'était les autres. C'était les autres. Pourquoi ce serait pas nous? Pourquoi ce serait pas nous? Je pense que dans le Québec d'aujourd'hui, on a un peu confondu l'égalité des chances, j'en suis, avec l'égalité des résultats. Je n'en suis pas. Qu'on me nomme une seule société dans l'histoire de l'humanité où il n'y avait pas une élite. Il y en a toujours forcément une. L'important est que ce soit une élite du mérite, une élite de l'effort, et non une élite issue d'un privilège de caste transmis de génération en génération.
mais il semblerait que dans le Québec d'aujourd'hui, élite, excellence, sont des mots qui ressemblent un peu à pédophilie. Effectivement, effectivement. Mais justement, aussi, on sent une certaine culture revendicatrice très forte aussi, un peu dans un même état d'esprit, comme si la réforme scolaire avait voulu répondre à ça, autrement dit. Une culture de revendication qui remet en question, je parle chez les étudiants, là, remet en question le concept même d'autorité du maître, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, l'idée même de hiérarchie, finalement. Oui. Au nom peut-être d'une lutte contre le conformisme. Oui, jusqu'à un certain point, c'est normal que chaque génération conteste la précédente. Je ne prétends pas que le bagage qu'on transmet à ceux qui nous suivent soit uniformément bon. Qu'on se fasse, nous, secouer le pommier par ceux qui viennent après nous, jusqu'à un certain point, c'est bénéfique. Ça s'est toujours un peu fait comme ça. Quelqu'un m'a envoyé l'autre jour par courriel une vieille citation de Platon, dans laquelle il dit « Les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus rien, nous les aînés. » C'est vieux comme le monde, ça. En même temps, l'essentiel est que cette contestation n'empêche pas la transmission d'un patrimoine qui, lui, vaut la peine d'être préservé. L'important aussi, c'est que cette critique ne sape pas complètement les fondements et la légitimité d'institutions sans lesquelles la vie en société n'est plus possible. À partir du moment où j'entends des contestataires dire « je vais défier les ordres des tribunaux », à partir du moment où j'entends des contestataires me dire « la moindre intervention de la police est forcément un cas de brutalité », à partir du moment où j'entends des contestataires me dire « allez m'expliquer devant le Parlement », mais je ne reconnais aucune légitimité aux élus du peuple. Ou les références. Là, j'ai un problème. Les références à Gandhi, Luther King. Là, j'ai un problème. Quand on essaie de nous faire croire que ce qui s'est passé au Québec depuis 1 an est l'équivalent d'une lutte de décolonisation tiers-mondiste contre l'oppression et la tyrannie, là, effectivement, j'ai un problème. Là. Peut-on garder un peu le sens de la mesure? Bon. Mais évidemment, il y a des facteurs, évidemment, locaux qui venaient en quelque sorte pimenter la sauce. C'est-à-dire que cette hausse des droits de scolarité dont on parlait tout à l'heure, elle a été pilotée par un gouvernement déjà très impopulaire, en fin de mandat, peu légitime, soupçonné de corruption. Alors évidemment, on a attaqué le message parce que le messager était déjà un peu suspect en partant là. Parce que ça n'aide pas à la légitimité d'un gouvernement qui veut demander à une couche de la population de faire davantage sa part quand lui-même croule sous les scandales. Évidemment, quand vous apprenez que le premier ministre, pendant des années, recevait un revenu supplémentaire financé par son propre parti et qu'on ne l'aurait jamais su si les journalistes ne l'avaient pas découvert, quand on voit que l'attribution des permis de garderie semble faire l'objet d'un trafic bien organisé, quand on voit des gens venir à la commission Charbonneau nous dire « c'est pas compliqué, toutes les firmes faisaient partie de la GAMIC », on peut comprendre que les citoyens soient eux-mêmes extrêmement méfiants et se disent « mais pourquoi devrais-je suivre ces gens-là » Je peux comprendre. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on respire par le nez et on se dit que certaines choses valent la peine d'être préservées. Maintenant, à partir du moment où l'opposition officielle descend dans la rue avec sa casserole pour elle-même alimenter cette espèce de méfiance envers les institutions, eh bien, quelque part, quand cette opposition se retrouve au gouvernement, elle hérite un peu de cette espèce de climat morose, délétère et cynique qu'elle a contribué à entretenir. Il faut le dire. Il y a une différence quand même entre le militant, ou même pas le militant, en fait, l'étudiant adversaire qui était opposé à la hausse des frais de scolarité, qui marchait, et le casseur qui rêvait d'agitation révolutionnaire et de transformation radicale de la société. Bien sûr. J'aurais cependant aimé que les leaders de ce que je pourrais appeler la frange légitime du mouvement étudiant se dissocient beaucoup plus clairement et beaucoup plus nettement
de gens qui, effectivement, n'attendaient que la tombée de la nuit pour commencer à tout casser, bien sûr. Ben, il y a même une fédération qui a refusé pendant plusieurs semaines de se prononcer sous prétexte que le porte-parole n'avait pas reçu de mandat. Oui, de oui, ses ben, membres. c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a toujours eu, dans toutes les sociétés démocratiques, occidentales, capitalistes, avancées, des gens qui la contestent radicalement. Et jusqu'à un certain point, c'est pas mauvais qu'il y ait un discours complètement dissonant dans nos sociétés. Mais évidemment, je crois que l'utopisme, s'il peut avoir de l'intérêt au plan intellectuel, devient dangereux quand il s'incarne dans une espèce de praxis révolutionnaire. Je crois que dans le Québec d'aujourd'hui, en 2012, en 2013, à l'Amérique du Nord, rien ne justifie les débordements qu'on a vus. Rien. Une dernière question. Quel peut être l'avenir pour une société en perte de la notion même de transmission d'une culture générale? Un avenir court, n'est-ce pas? Un avenir court, pas nécessairement, mais assurément vide, pauvre et rabougri. C'est-à-dire que, à partir du moment où les gens continuent à avoir des enfants, il y a un avenir. À moins qu'une bombe atomique nous tombe dessus, bien sûr qu'il y a un avenir. La question, c'est lequel? Quelle texture? Moi, je pense que on aura l'avenir, mais on ne saura pas quel avenir. Parce qu'on n'aura pas justement les clés, Les repères. les repères pour le décoder. Et à partir de ce moment-là, votre avenir, ou si vous voulez votre destin, vous le subissez, au lieu de le forger. Toute société a un avenir. Mais moi, je voudrais que mon peuple choisisse son avenir. Et pour pouvoir choisir son avenir, plutôt que simplement flotter à la surface des événements, plutôt qu'être simplement comme une espèce de bouteille jetée à la mer qui va là où les flots décident de la mener, pour cela, il faut une boussole, il faut une carte routière, il faut un GPS en langage moderne. Et c'est ça qu'on est en train de perdre. Et bien entendu, je m'en inquiète. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Évidemment, évidemment. Donc, un retour à politique éventuellement? Écoutez, il y a toutes sortes de moyens de se rendre utile. Je fais ma modeste part et je suis pas sûr que, en tout respect pour une fonction que j'ai occupée et que j'ai beaucoup aimée, je suis pas sûr que sur une banquette en avant des rideaux à l'Assemblée nationale, je serais tellement plus utile. J'ai connu les grandeurs, splendeurs et misères de la politique active. J'ai adoré ça. Je suis passé à autre chose. Et cette autre chose-là, pour le moment, il me convient. Mais la porte n'est pas fermée. Non, la porte n'est jamais fermée. Il faut jamais fermer aucune porte. Mais en ce moment, je suis très heureux dans ce que je fais. Notamment, je suis d'une complète et totale indépendance. Je suis un indépendantiste indépendant. Je n'ai plus d'autre chef que moi-même et ça me convient parfaitement. Joseph Facal, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.